Rassurez-vous, il y a aussi une journaliste féminine qui est là, qui, j'espère, nous entend et que je vois sur l'écran de contrôle, Béatrice G, qui est directrice adjointe de la RTS, la radio-télévision suisse. Merci beaucoup. Juste un mot. Alors, je pense qu'on sait tous à peu près que la profession, notre métier, fait l'objet d'une forte défiance de la part de nos concitoyens depuis maintenant plusieurs années. Ce qui est beaucoup plus nouveau, hélas, c'est que cette défiance est en train de se transformer pour le pire. Elle se transforme dans la rue. Elle se transforme en ligne. Et ce qu'on a entendu en partie à l'instant sur l'Afghanistan, hélas, c'est en train d'arriver, alors pas dans ces situations dramatiques, mais dans des situations de tension très très fortes, notamment lors des manifestations qui peuvent avoir lieu dans les grandes villes, mais pas que. Pas que, parce que notamment en ligne, la haine, le ressentiment se déchaîne notamment vis-à-vis de nos consoeurs journalistes, qui sont les premières visées. Alors, ce que je voudrais avec Béatrice Géquier de la télévision suisse, Jean-Pierre Jacquemin, le patron de l'information de la radio-télévision belge francophone, Antoine Janton, qui est le directeur adjoint de l'information de TV5 Monde, avec une perspective un peu plus large, et puis Eric Valmire, qui nous reçoit, secrétaire général de l'information à Radio France, faire un constat déjà, que se passe-t-il sur le terrain, que se passe-t-il en ligne, et voir si déjà des pistes s'esquissent actuellement. Jean-Pierre, quelle est la situation aujourd'hui très concrètement sur le terrain ? Alors sur le terrain en Belgique, nous sommes amenés régulièrement à devoir prendre des mesures de protection de nos équipes sur le terrain, les journalistes, les équipes techniques, lors de manifestations, voire parfois, en l'absence de manifestations, il peut arriver que des incidents arrivent. Alors, ce n'est pas permanent, ce n'est pas tous les jours, c'est quelques fois, mais ces quelques fois ne relèvent plus de petits exemples à gauche et à droite. Il y a quand même une forme de trame qui se met en place. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Parce que des journalistes ont été apostrophés, ont été menacés verbalement, j'allais dire physiquement, parfois des coups de pied ont été donnés. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir en équipe renforcée, c'est-à-dire on essaye de faire en sorte que la radio et la télévision, puisque notre groupe est un média commun, là, les journalistes de la radio et de la télévision partent ensemble et ne se séparent pas, se protègent quelque part les uns par rapport aux autres. On a eu débat dans la rédaction en disant, est-ce qu'il faut le mettre des gardes du corps? Est-ce qu'il faut partir façon Robocop, un peu avec des protections sur nous? On essaye d'éviter cela parce qu'on a le sentiment que si on fait cela, on va ne plus être en capacité d'entendre un certain nombre de choses, de manifestations. C'est bien de se mettre à distance, et c'est quelque chose que nous faisons par exemple dans les directs. Dans les directs, nous nous mettons à distance, parce qu'on sait que le journaliste est plus fragile. À ce moment-là, il est en communication avec son média et son antenne, et il est souvent apostrophé. Alors on a apostrophé, c'est gentil, on a eu des violences, parfois des attaques un peu sexuelles sur des journalistes, avec des journalistes féminines. C'est comme ça que ça a commencé il y a quelques années, avec quelques groupes comme ça. On s'est retrouvé avec des journalistes qui ont été, je peux le dire, oui, violentés, alors qu'elles étaient en direct. Alors parfois on dit c'est des gens éméchés, certains ont dit c'est les risques du métier, ça on ne peut plus l'admettre. Ce n'est plus acceptable de dire oui, un journaliste peut de temps en temps être apostrophé. Oui, ça peut arriver, on peut parfois, et on doit accepter la critique, on doit accepter le fait qu'on n'est pas toujours parfait, mais j'ai rarement rencontré quelqu'un qui, à la suite d'un travail journalistique, quand il a fait une manifestation, une conférence de presse, est tout à fait satisfait de la couverture, parce qu'on met en perspective et qu'on ne relaye pas que les propos qui sont tenus. Donc voilà, la situation, elle est là, comme ça pour le moment. On a mis en place ce que nous avons appelé une tolérance zéro. On poursuit systématiquement
quand on peut les reconnaître, les auteurs de ces faits, y compris les auteurs de ces faits de la haine en ligne qui existe fortement vis-à-vis des femmes, mais également vis-à-vis des hommes journalistes. Merci Jean-Pierre. Béatrice, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation en Suisse? Est-ce un pays normalement plus calme? Effectivement, on n'est pas habitué à une telle polarisation en Suisse. Et on vit ça aussi, clairement. C'est vrai que, on a aussi, comme du côté de la Belgique, on a aussi des manifestations. On a aussi le problème, qu'est-ce qu'on fait avec les équipes? Donc là, on a décidé quand même de temps en temps d'adjoindre un agent de sécurité discret. On l'a fait récemment le week-end dernier quand il y a des manifestations anti-vaccins. Sur les réseaux sociaux, on porte plainte aussi. Je pense que c'est un bon signal à l'externe, mais aussi à l'interne, de soutien à nos équipes. Les équipes ne doivent pas se laisser faire. On doit les soutenir et il y a une vraie demande dans ce sens-là. On a eu une exfiltration dans un débat, une humoriste qu'on a dû faire sortir par une petite porte derrière. Ça nous était franchement très, très rarement arrivé. Et puis, il y a une manifestation annoncée ce vendredi devant la tour de la RTS. Donc là aussi, la sécurité est en route. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vrai que c'est une situation assez inédite et qui pose des vraies questions en tant que média de service public. Vous avez effectivement une manifestation d'anti-vaccins à l'encontre de la RTS, hein, c'est ça, cette semaine? C'est ça. Annoncé sur les réseaux sociaux vendredi prochain à 19h. Est-ce que comment vous expliquez, pardon d'insister un instant, comment vous expliquez cette polarisation et cette tension nouvelle? Alors c'est vrai qu'en Suisse, d'habitude, on a l'habitude du consensus, les gens peuvent s'exprimer, les gens peuvent voter, mais là c'est vrai que cette vaccination suscite vraiment tout d'un coup des réactions incroyables. Nous on essaye de donner la parole à chacun, mais c'est nous qui continuons à décider avec notre liberté éditoriale, c'est nous qui avons ça. Et ça, on a l'impression qu'en face, on a de la peine à l'entendre. Il y a une sorte de droit à la parole qui s'est instauré et les gens ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas être chacune sur nos plateaux invités. Et ça crée un fort ressentiment. Puis je dirais encore une chose, au début de l'épidémie, on a diffusé les conférences de presse de l'Office fédéral de la santé publique. Alors, chaque fois en essayant d'avoir un plateau derrière pour pouvoir amener du commentaire, pour pouvoir amener du décryptage. Mais là, on a été un peu estampillé porte-parole du gouvernement et ça, on le porte encore aujourd'hui. Merci. Antoine, peut-être un mot sur la situation sur le terrain dans des zones plus éloignées. Est-ce que la situation est identique? Est-ce qu'elle diffère? Est-ce que aussi, et on ne l'a pas encore dit, mais est-ce que le Covid a aggravé les choses? Pour TV5 Monde, la situation est différente. On a moins de correspondants en Europe. Le reportage est plutôt tourné vers l'Afrique ou le Moyen-Orient. C'est là que se trouvent la plupart de nos correspondants et la majeure partie de notre audience. On a une quarantaine de correspondants en Afrique, une cinquantaine avec le Moyen-Orient. J'ai pas l'impression que le Covid ait changé grand-chose. En revanche, comme n'importe où ailleurs dans le monde, nous avons des problèmes de sécurité qui sont récurrents, peut-être un peu plus anciens. Je pense notamment à ce qui est arrivé l'an dernier à Khaled Rareni, qui est un journaliste algérien, qui est le correspondant de TV5 Monde en Algérie, donc, et qui a été arrêté en mars 2020, jugé, condamné à 3 ans de prison. Il doit être rejugé dans les semaines qui viennent. Donc là, les attaques qui sont portées contre les journalistes de TV5 Monde sont d'un niveau différent et peut-être encore un peu plus fort, puisque là, ce sont les polices et les États qui s'en prennent aux journalistes, certaines polices, certains États qui s'en prennent aux journalistes de TV5 Monde et d'autres médias français ou francophones en Afrique. On peut citer d'autres noms. En 2015, Esdras Ndikumana qui a été arrêté, emprisonné. Plus récemment, le correspondant de TV5 Monde, qui est aussi le correspondant de la RTBF, je
crois, patient Ligodi à Kinshasa, qui a été arrêté et battu dans la rue par la police congolaise, donc de RDC. Donc voilà quelques exemples de ce à quoi les journalistes de TV5 Monde doivent faire face sur leur terrain de reportage. Ce que nous faisons, dans la mesure du possible, c'est donc évidemment d'essayer de les protéger au maximum. On a choisi pour le moment alors, encore une fois, je mets de côté les exemples que je viens de vous donner, mais quand on envoie des journalistes sur le terrain dans des conditions dont on sait qu'elles sont un peu difficiles, on a fait le choix de ne pas prendre de sécurité, comme à la RTBF, mais de les intégrer le plus possible à des journalistes ou à des gens qui peuvent les guider dans la ville, dans les événements que nous couvrons. Ça, c'est sur le terrain. Je peux dire aussi éventuellement un mot de ce qui se passe en ligne. Pour nos journalistes. J'ai deux exemples à vous donner. Le premier qui concerne directement la directrice de l'information de TV5 Monde, Françoise Joly, que vous connaissez sûrement, hein, ancienne rédactrice en chef et présentatrice avec Guylaine Chenu d'Envoyé spécial sur France 2. Alors, Françoise Joly, elle porte le même nom qu'une des conseillères du président congolais Denis Sassou Nguesso. Et pour cela, elle a fait l'objet à plusieurs reprises de campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, en disant que TV5 Monde soutenait le régime de Denis Sassou Nguesso, qui, vous le savez certainement, est un régime très contesté, ce qui a obligé TV5 Monde à faire un démenti à deux reprises au moins, ce qui nous semblait assez fou, mais voilà, TV5 Monde a été obligé de démentir cette fausse information. Et plus récemment, là ça ne concerne pas véritablement les journalistes sur le terrain, mais plus la manière dont le travail des journalistes est peut-être détourné sur les réseaux sociaux et sur Internet. Un de nos articles qui concernait une manifestation de soutien au président Kais Saied en Tunisie a été détourné. Il y avait dans les rues de Tunis, il y a quelques semaines, enfin quelques jours, même c'était il y a 10 jours, 5000 personnes à peu près, et certains partisans de Kais Saied ont pris l'article, assez grossièrement l'ont photoshopé pour remplacer le chiffre de 5000 par le chiffre d'1 800 000. Là aussi, ça a été pris pour argent comptant au premier degré par certains internautes, et ce qui nous a obligés encore une fois à démentir. Donc le travail pour nous, vous voyez, est assez composite, différent, et on doit être extrêmement vigilant pour que les faits prévalent. Merci Antoine. Eric, est-ce que Radio France et les chaînes de Radio France, je pense à France Info, mais aussi à France Inter sur le terrain et en ligne, sont confrontés au même problème? Surtout cet été, oui, et surtout France Bleu, puisque les manifestations de cet été étaient un peu partout en France. Et donc les jeunes journalistes de France Bleu, je dis jeunes parce que souvent les rédactions l'été font appel aux pigistes, aux CDD, aux stagiaires sortis d'école aussi, parce que les titulaires sont simplement en vacances, et en plus les week-ends. Donc c'était des jeunes qui étaient pris à partie, voire bousculés. Contrairement à Jean-Pierre et Antoine, nous avons eu recours à la protection rapprochée. Parce qu'on ne peut pas laisser des jeunes se faire malmener comme ça, de la sorte. Et quand je dis malmener, c'est bousculer, c'est croche-pater, c'est insulter, c'est avec une jeune de 25 ans qui va se retrouver avec 3 personnes autour d'elle qui vont la traiter de sale pute, de merdia, de fasciste, de collabo. Les insultes, c'est quand même quelque chose qui est important. On a eu une journaliste aguerrie, je ne parle pas de jeune journaliste, une journaliste d'une quarantaine d'années qui est titulaire, qui couvrait une manifestation anti-vax, qui s'est fait traiter de collabo plusieurs fois, qui ensuite est allé voir d'autres personnes qui étaient plutôt dans un climat de défiance vis-à-vis des journalistes, qui s'est fait encore traiter de collabo. Elle s'est écroulée en larmes. Elle m'a dit « Je ne peux plus me faire traiter de collabo quand ma grand-mère est morte dans les camps. Ce n'est pas possible. Les mots ont un sens. » Alors, on est rentré dans un climat qui est totalement irrationnel, parce que les journalistes sont rendus responsables de tous les maux de la société, et sous-entendu derrière tout ça d'être collabo. Qu'est-ce que veut dire collabo? C'est simplement répéter le message des autorités, quelles qu'elles soient, scientifiques ou politiques. Or, on le sait très bien, on le sait très bien, nous, on le sait de l'intérieur, et c'est sans doute le message qu'on doit faire passer. Ce n'est pas le cas. Nous sommes vraiment dans un travail d'indépendance, et on essaye de faire de la pédagogie.
En fait, on est sur deux volets à la fois, c'est-à-dire la protection, parce qu'on ne peut pas laisser nos journalistes se faire bousculer, voire violenter. On a vu des cas quand même de journalistes caillassés qui n'étaient pas ceux de Radio France, mais de l'AFP et de France 3. On ne peut pas laisser nos jeunes journalistes qui ont maintenant peur d'aller dans les manifestations, et les moins jeunes aussi. Et donc, on est obligé de mettre une protection rapprochée. Mais une protection rapprochée, ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas. C'est simplement faire attention où l'on se place dans une manifestation, dissuader également, parce que forcément, parce que ces gens-là ne sont pas toujours courageux, s'il y a une protection rapprochée, on ne va pas venir insulter la jeune journaliste, ou alors on va aboyer de loin. Et en même temps, pour ceux qu'on interviewe, c'est faire tout un travail de pédagogie. C'est pas seulement faire l'interview, mais c'est prendre le temps de la discussion. Et même dans le temps de la discussion, on voit qu'on est entré dans une période qui est totalement irrationnelle, parce qu'on ne nous écoute pas. On n'écoute pas les arguments de l'autre. Et ça, c'est pas comme avec les Gilets jaunes. Je suis désolé, mais avec les Gilets jaunes, on était mal accueillis, mais on pouvait discuter. Là, tout de suite, il y a un rejet. Enfin, cet été, il y avait un rejet. Et il y avait un rejet avec violence, qui s'exprime aussi sur les réseaux sociaux. Mais là, alors c'est le deuxième volet sur lequel nous intervenons, c'est la justice. Parce que je suis désolé, on ne peut pas laisser se banaliser de tels comportements. Donc on attaque maintenant au pénal. Quand il y a des violences, on attaque au pénal. Quand il y a des menaces de mort sur les réseaux sociaux, capture d'écran, on attaque. On ne peut pas laisser passer ça. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et ensuite, deuxième point, comme je le disais, la pédagogie. Aller dans les conférences, aller à l'encontre du public, les reporters, quand ils sont en reportage, discuter. Voilà comment on travaille. Parce que, vous savez, il y a ce terme anglophone qui dit la minorité bruyante. C'est-à-dire que finalement, on pourrait considérer que tout ce qu'on a entendu cet été, les manifestations, il n'y avait pas grand monde, et donc c'est une minorité bruyante. Mais cette minorité bruyante, elle infuse, parce que des gens très structurés répètent plus ou moins la même chose, en se disant « ouais, mais quand même, le journalisme, attention, n'est pas exempt de tout reproche. On est d'accord, on est les premiers à faire notre autocritique. Mais alors à ce moment-là, parlons-en, et pas par la violence. » Un mot sur France Télévisions. Effectivement, on a été... en tout cas, dans les manifestations, notamment des retraites, où je pense avant aux Gilets jaunes, forcés de faire appel à des gardes du corps, de se protéger physiquement avec un équipement, casque, gilet, d'être en équipe, d'être parfois avec un matériel anonymisé. Il est arrivé, hélas, de devoir cacher notre raison sociale, c'est-à-dire de cacher le nom du média pour lequel on travaillait dans certaines manifestations. Et bizarrement, un seul média avait, non pas le droit, mais avait bénéficié en tout cas d'une mensuétude des manifestants les plus violents. C'est Russia Today qui, lui, pouvait allègrement montrer son logo. Voilà une situation compliquée. Hier encore, une équipe de M6 a été malmenée, caillassée à Canteleu en Normandie. Donc une situation qui reste extraordinairement tendue. Peut-être avant de regarder ou d'examiner les pistes de solutions, on en a évoqué certaines, hein, la prudence évidemment, l'inclusion dans la société, les pistes légales, se poser peut-être des questions nous-mêmes. Eric, tu le disais, on parle d'autocritique, mais peut-être pas assez. Est-ce que finalement une certaine déconnexion avec les publics, est-ce qu'une sous-représentation de certaines catégories des populations est à l'œuvre dans nos rédactions? Est-ce que parfois un manque d'humilité, parfois une omniscience affichée par certains journalistes, un manque de diversité aussi dans nos rangs, peut-être, non pas à l'origine, mais peut-être favoriser ce type de comportement. Est-ce que le traitement anxiogène de l'information, qui est parfois celui de certains médias et certains médias de haine qui sont en train de se développer, y compris dans notre pays, peuvent encourager ce type de choses? Mais je pense que oui, il y a une rhétorique anti-média qui existe et elle n'est pas tenue que par les plus radicaux des anti-vax. Hein. Il y a quand même, depuis les États-Unis, depuis Donald Trump, il y a un sentiment anti-média qui s'est mis en place chez certains, qui est entretenu.
Moi, je pourrais donner l'exemple aussi de médias de la haine qui se trouvent sur les réseaux sociaux, qui, dans des manifestations en Facebook Live, par exemple, haranguent la foule contre des journalistes qui disent « Tiens, la RTBF est ici, tiens, la RTBF, est-ce que vous l'avez vu passer ?» et tout. Donc c'est un vrai problème au moment même, puisque ces manifestants se regardent également sur leur smartphone. Est-ce que nous sommes déconnectés? Je ne le crois pas. Par contre, là où, Eric, tu mets un point, sur la diversité socio-professionnelle, on a encore un gros travail à mener. On a un travail à mener sur la représentation des femmes, plus importante à l'antenne. On est, à l'instar de ce qu'a fait la BBC, dans un défi à la RTBF 50-50. Mais les catégories socio-professionnelles, la diversité inclusive n'est pas suffisamment représentée. Je regarde nos statistiques à nous, entre 60 et 70% de représentation des classes moyennes supérieures sur nos antennes, alors que ce n'est pas la représentation de la société. Donc nous avons parfois des défauts de ce côté-là, on doit y travailler. La meilleure connaissance. Alors, on a loupé quand même les gilets jaunes en France, mais on en a eu des excroissances en Belgique, et on s'est dit à un moment, qu'est-ce qui a fait qu'on a loupé ça? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on a raté cette montée de colère que nous n'avons pas suffisamment informé dès le départ là-dessus, ce qui peut expliquer. Donc le travail sur le terrain est absolument important. Mais je pense que il ne faut pas non plus se battre la courbe tout le temps. Il y a un phénomène de violence. On en est victime. On ne va pas se mettre dans la posture de la victimisation, parce que derrière ça, le risque, c'est d'encore moins bien informer. Moins on pourra aller dans les manifestations, écouter calmement les gens, être à l'oreille de ceux qui... Parce que dans ces manifestations, il y a les excités et d'autres qui y sont parfois de manière... et c'est cela qu'on doit aussi essayer de capter, comprendre ce qu'ils et elles nous racontent. Et puis voilà, je pense qu'il faut prendre des mesures au niveau des États. Aux Pays-Bas, par exemple, à l'initiative de l'ANOS, les autorités judiciaires ont décidé de considérer les agressions contre les journalistes au même titre que les agressions contre les secouristes, les ambulanciers, les pompiers. C'est-à-dire pas simplement se dire que c'est quelque chose qui peut arriver, mais le métier d'informer, il est indispensable vraiment à la société démocratique. Sans bonne information, cette démocratie ne pourra plus fonctionner. On vient de sortir d'une semaine à la RTBF qu'on a intitulé « Bye bye la démocratie » avec un point d'interrogation. Il y a une déclaration de Bruxelles qui a eu lieu, signée par 54 médias, qui demande la protection des journalistes, mais qui s'engage également à faire attention à être meilleur en diversité inclusive. Vous nous en dites un peu plus sur cette déclaration de Bruxelles qui a été finalement publiée il y a quelques jours. Il y a quelques jours, oui. C'est donc la volonté de médias de service public, à l'initiative de la VRT, la radio-télévision flamande, de la RTBF et de Radio-Canada, mais rejoint par Radio France, par France Télévisions. Je pense que TV5 est également dans le coup. C'est une déclaration qui dit non à la violence. On ne laisse plus rien passer. Mais nous mettons en place dans nos groupes des moyens de défendre nos journalistes, mais plus loin, nous allons dénoncer également cette rhétorique anti-média, et plus loin encore, nous demandons à ce que nos rédactions bien formées soient très attentives à cette déclaration, cette représentation de la diversité inclusive et de la diversité également socio-professionnelle, très très important. Merci. Béatrice, quelles sont les pistes que vous entrevoyez, vous, en Suisse, pour essayer d'apaiser, d'apaiser la société, de moins prêter le flanc à cette polarisation croissante? Bon, comme l'a dit Jean-Pierre, je crois que la diversité, c'est vraiment une clé. Nous aussi, on a des gros soucis, enfin pas des gros soucis, mais on est conscient qu'on doit progresser dans ce sens-là. Il y a un Diversity Board qui a été créé au niveau SSR, au niveau suisse, pour essayer vraiment, hommes-femmes, mais pas seulement, hein, effectivement, dans notre profession de journaliste aussi, on a beaucoup de gens qui ont fait des études, enfin voilà, on sent que ça manque à ce niveau-là de diversité. Donner la parole à tout le monde. Dans ces manifs anti-vaccins, il y a des extrémistes, mais il y a un peu monsieur et madame tout le monde. Il faut qu'on réussisse à les entendre et qu'on ne mette pas tout le monde dans le même panier. Je reviendrai aussi sur les insultes. Et les insultes, c'est vrai que ce n'est pas rien. Nous, on a eu aussi des journalistes qui se sont fait insulter et qui étaient en larmes et qui ont eu besoin de soutien. Ça aussi, il faut se rendre compte, les insultes, c'est vraiment pas rien.
Et puis, dans les débats, essayer vraiment de faire des débats, d'intégrer dans la mesure du possible ceux qui sont contre le vaccin, en sachant que c'est quand même une minorité. Je pense que ça, il ne faut pas non plus l'oublier. On s'est fait des fois la remarque quand on fait un sujet, pourquoi vous ne vous vaccinez pas, par exemple. Mais il faut aussi avoir des gens qui disent pourquoi je me vaccine. Et monsieur et madame, tout le monde qui explique ça, et que ce ne soit pas toujours les anti-vaccins face finalement à un médecin, à l'autorité, mais qu'on mette aussi face à face les gens dans la population qui sont pro ou qui sont anti, mais c'est un long travail et c'est une vraie responsabilité de service public pour notre crédibilité aussi. Est-ce que la situation est la même dans toutes les parties régionales de la Suisse, aussi dans les parties alémaniques ou italophones? Alors, les alémaniques sont plus anti-vaccins que les romans. Peut-être de façon un peu étonnante, mais là, on a fait un sondage au niveau SSR parce qu'on doit absolument imposer le pass Covid à nos équipes de tournage. Or, on voit aussi au sein de nos équipes, il y a des caméramans, des camérawoman qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui ne veulent pas se faire tester. Donc, elles ne peuvent plus travailler. Et donc, il y a eu un sondage fait au niveau de tout le personnel nécessaire et 80% du personnel estime qu'il est juste de demander des certificats Covid aux équipes qui vont sur le terrain. Donc, ça va nous aider, mais on a eu des vraies tensions aussi à l'interne. Merci. Antoine Oui, au-delà de ce qui a été dit, et je le partage tout à fait, il y a un point moi, qui me semble très important, c'est l'éducation aux médias. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas, et il y a un travail qui est fait depuis quelques années et qui est très important, notamment par le CLEMI, auquel les médias publics sont associés, mais tant que ce travail ne sera pas encore plus poussé, encore plus régulier, je pense qu'on aura toujours ce genre de problèmes et de défiance vis-à-vis de l'égard, vis-à-vis des médias. Tant qu'on ne comprendra pas comment fonctionnent, comment travaillent les journalistes, ce pourquoi ils sont là, on aura encore, et peut-être de plus en plus, ce genre de comportement. Et je voudrais juste terminer, parce qu'il nous reste peu de temps, par rappeler cette actualité, le discours et les valeurs portées par les deux journalistes qui viennent d'être récompensés par le prix Nobel de la paix, le russe Dimitri Muratov et la philippine Maria Ressa, qui attachent, et c'est au cœur de leur discours, attachent une importance vitale, et j'insiste sur le mot vital pour nos démocraties et pour nous, aux faits. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer, et les faits, ils se construisent avec du reportage sur le terrain, des échanges avec tous les gens qu'on peut rencontrer. Maria Ressa, qui effectivement reçoit le prix Nobel de la paix avec le journaliste russe, est une accusatrice infatigable de Facebook et de la responsabilité de Facebook dans ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez également ? Oui, parce que sur Facebook, et pas seulement sur Facebook, enfin beaucoup sur ce réseau social, effectivement, circulent des fausses nouvelles. Et les algorithmes, alors même s'ils ont tendance parfois à être un peu corrigés, mais ont tendance à favoriser la circulation de ces fausses nouvelles. Donc je la comprends, je la soutiens. Maintenant, Facebook reste aussi un vecteur d'information très important. On l'utilise tous, TV5 Monde l'utilise aussi, et on peut proposer sur ces réseaux sociaux et sur ce réseau social en particulier des reportages qui sont factuellement vérifiés et qui permettent donc à plusieurs milliers, voire millions de personnes d'avoir accès à une information de qualité. Donc c'est un travail qu'il faut continuer à poursuivre avec Facebook. On sait aussi que Facebook, le business model favorise l'engagement, donc l'émotion, donc la polarisation. Exactement. Eric, est-ce que tu veux dire un mot sur peut-être j'y insiste, je voudrais revenir dessus quand même, sur la responsabilité aussi des journalistes dans le traitement de l'information. Est-ce qu'on fait assez pour ne pas sensationnaliser? Est-ce qu'on fait assez pour rendre mieux compte de la nuance? Est-ce qu'on fait assez pour limiter le flux d'infos étourdissant qui submerge la société? Est-ce qu'on implique assez le public? Le problème, c'est le « on ». Qui est « on » ?
parce qu'il y a plusieurs formes de journalisme. Il est paradoxal de voir que des journalistes qui font le travail de la réflexion de la nuance se font harceler, se font salir, parce qu'ils ne reproduisent pas un discours qui est celui qu'attendraient ceux qui l'écoutent, le lisent ou le regardent. Par exemple, chacun s'est inventé sa propre vérité. Et si ce que le journaliste énonce ne correspond à la vérité qu'on a d'une situation, alors le journaliste est un con. Donc il faut faire attention à ça. Je dis on aussi, qu'est-ce que c'est on, les médias? Les médias, aujourd'hui, ça va de Cyril Hanouna à une émission technique très scientifique sur France Culture. Donc, on a là un panel extrêmement large. Comment on fait exactement? Ce climat de violence d'insulte, c'est pas seulement les médias. Il faut voir toutes les couches de la société. Pensez à la Poste. Les fonctionnaires de la Poste se font traiter de tout. Enfin, vous imaginez bien. File d'attente à la Poste, donc c'est le fonctionnaire qui est au guichet qui prend. La Poste est obligée de se structurer en interne pour voir comment on fait pour résister à ce climat de violence. On est aussi, Béatrice disait tout à l'heure, il y a les extrémistes et il y a Monsieur Tout-le-Monde. Là, je ne suis pas d'accord avec Béatrice. C'est Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui qui insulte. C'est pas que les extrémistes. Ce serait trop facile de dire ceux qui nous insultent et qui nous bousculent sont des extrémistes. Non, c'est Monsieur Tout-le-monde. C'est là où la chose devient irrationnelle. Vous allez dans une manif aujourd'hui, vous ne savez pas qui va vous insulter, parce que ça peut être effectivement quelqu'un de très précis, puis d'un seul coup qui va avoir une colère qui va monter, irrationnelle, et qui va vous rendre responsable de toutes les difficultés sociales qu'elle rencontre. Donc on est là sur quelque chose de très compliqué, et vous allez voir que le climat de la présidentielle ne va pas nous aider dans cela, parce que le moindre rassemblement militant, le militant, eh bien, il milite, et si la cause qu'il défend n'est pas répétée par les journalistes, ça ne va pas lui aller. Donc on a tout un travail à la fois de pédagogie, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi un travail d'éducation aux médias, certes, mais pas que vers les scolaires. L'éducation aux médias, c'est aussi grand public, parce qu'aujourd'hui, informer, c'est une responsabilité, mais s'informer, c'est un investissement. On ne peut pas dire, en écoutant un truc à la radio, 2 minutes, en se brossant les dents le matin, en attrapant un article à la volée sur le web, en regardant 2-3 notifications et en regardant un bout du 20h le soir qu'on est informé. C'est un investissement. C'est là aussi une difficulté. S'informer aujourd'hui, avec en plus une confusion qui est les fake news, la désinformation, ce qu'on dit autour de vous, le climat, tout ça rend l'exercice de s'informer extrêmement compliqué. Et là, on a un rôle à jouer. Pas supplémentairement de notre part une explication Exactement. des raisons pour lesquelles on fait tel sujet et tel autre on ne le couvre pas, qu'est-ce qu'on a mis en place pour couvrir, une reconnaissance de nos erreurs, nous en faisons parfois et nous devons les rectifier de manière explicite et pas en loose day en se disant comme ça finalement. Non. Donc ce travail d'explication de notre métier, quelque part tirer le rideau rouge, ressortir de ce côté un peu, c'est vrai, sensationnel, dans lequel on met parfois un peu de strass et de paillettes pour, comme le font les acteurs du spectacle, pour quelque part dissimuler un peu les choses. On ne doit plus avoir de fumigène dans nos pieds, on doit être très clair dans les deux sens du terme, parce que je pense que clairement là, on gagnera dans ce qu'on appelle l'éducation aux médias, mais dès qu'on a dit le terme, il y a déjà des gens qui ferment les écoutilles. Ouais. Donc, expliquer notre travail, être transparent sur nos décisions, nos choix, les montrer en permanence à livre ouvert, je pense qu'on gagnera également pas mal de choses. Et je voudrais terminer d'un mot, parce que je n'avais pas totalement fini, mais pour rejoindre ce que disait Jean-Pierre au départ, c'est qu'effectivement, les filières de recrutement doivent maintenant s'ouvrir à la diversité. Et qu'on travaille à Radio France sur 3 profils importants, qui sont l'origine sociale, le handicap et la ruralité. Mais ce n'est pas parce qu'on aura quelqu'un de la ruralité qui va parler du phénomène rural que l'origine sociale va parler des problèmes de banlieue. Non, c'est simplement avec ce profil, leur éducation, leur culture, traiter tous les problèmes de la société. Mais avec le point de vue de quelqu'un qui a grandi dans la ruralité ou en banlieue ou dans un problème de handicap. Jean-Pierre, vous êtes prêt, vous, à ouvrir votre conférence de rédaction publique ? Je ne vais pas vous répondre comme ça tout de suite. Oui, pourquoi pas l'expliquer. On a un programme qui s'appelle Inside à l'intérieur de la RTBF, dans lequel une journaliste présente dans les conférences éditoriales, dans les conférences de management et tout, est présente et relate les éléments. Si vous allez sur le site de la RTBF, rtbf.be/inside, nous expliquons les coulisses, nous expliquons pourquoi, par exemple, il y a eu une manifestation aussi d'antivax aux grilles de la RTBF, et nous avons fait choix, comme nous l'avons toujours fait, quand une manifestation vient pour faire pression sur la rédaction et dire « vous devez parler de nous » alors que nous en parlons, et je pense que nous en parlons suffisamment des manifestations anti-vax,
Nous avons décidé de ne pas évoquer cet élément-là, parce que c'est une pression sur la rédaction de venir aux grilles de la RTBF, et nous ne souhaitons pas que toutes les semaines, il y ait des manifestations comme celle-là. Voilà, nous l'avons expliqué, nous expliquons nos choix. Est-ce que c'est vu par tout le monde? Non. Mais je pense que c'est une des démarches les plus importantes pour le moment, c'est de travailler plus à livre ouvert. Mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les territoires. Et là, je sors de Radio France. La PQR ouvre beaucoup sa rédaction aux gens pour justement voir les conférences. France Bleu le fait, France 3 le fait aussi. Mais peut-être qu'on doit le faire encore plus. De là à dire qu'on se mettra en live vidéo permanent pour toutes les conférences, je non, pense que ça serait tu... plus ennuyeux que... Mais le faire quelquefois pour montrer que parfois... Tu parles de transparence, tu parles de lever le rideau, il faut montrer les coulisses, j'allais dire la cuisine de la... La tambouille doit être montrée, on est d'accord. Béatrice, quel est votre avis sur ce sujet de plus de transparence, de plus d'ouverture vers une société civile qui est parfois mal représentée dans notre profession? Alors, expliquer nos choix, c'est essentiel. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on a couvert ça? De quelle manière on l'a couvert? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas couvert ça? Il y a beaucoup de questions et d'incompréhension là autour. Et donc, je pense que ça, c'est crucial. Pourquoi pas ouvrir les conférences de rédaction de temps en temps à du public? Nous, on a des visites régulièrement dans nos rédactions qui ont dû être mises un peu en stand-by à cause du Covid. Mais oui, la transparence, Jean-Pierre a totalement raison. On doit expliquer ce qu'on fait beaucoup mieux. C'est essentiel. On a décidé à France Télévisions d'afficher les sources de nos reportages, de nos articles, dans la mesure du possible, dans celles qu'on l'on pouvait citer, et on essaye de systématiser cette initiative. Antoine, un mot peut-être pour terminer avec une vision un peu plus large, je partage évidemment ce qui a été dit sur la nécessité de transparence, d'expliquer nos choix, de donner dans le cadre de nos règles éthiques, déontologiques, les sources avec lesquelles on travaille. Ça me semble essentiel. Ce qui est important, et c'est ce qu'on essaye tous de faire, c'est de peut-être, j'allais dire, de renouer, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais de renouer le dialogue, la discussion avec un maximum de gens qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous regardent. Ce que je me disais en écoutant Jean-Pierre, Béatrice, Eric et Eric, c'est que on a une responsabilité face à la colère qui est en train de monter. Il y a une vraie colère, une exaspération, en tout cas, voilà, une colère. Notre rôle, c'est évidemment de la restituer, de dire qu'elle existe, pourquoi elle existe. Je doute que notre rôle soit de l'amplifier. Or, il me semble que certaines émissions, certains journaux s'amusent, jouent un jeu dangereux en amplifiant cette colère. Or, il me semble que notre rôle, c'est d'abord d'écouter, de restituer, voire d'apaiser, d'essayer d'apaiser le débat qui prend un tour particulièrement inquiétant. Merci Antoine, je crois que c'est extrêmement important ce que tu viens de souligner pour éviter la situation à l'américaine, où une chaîne de télévision a jeté en permanence depuis 10-15 ans de l'huile sur le feu en polarisant à l'extrême le débat politique en Amérique. Et on voit que certains médias français sont tentés en ce moment de faire la même chose. Notre travail est un travail de responsabilité, d'explication, de décryptage, d'enquête. Évidemment, le prix Nobel l'a salué. Et c'est un espoir aussi pour nous. Je voudrais remercier Béatrice, Jean-Pierre, qui a fait le déplacement aussi depuis Bruxelles, Antoine et Eric pour ces quelques éléments et vous appeler, vous le public, à nous aider dans cette mission évidemment fondamentale pour la démocratie. Thank you.